Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Audet et nous allons discuter du stress, en particulier de la gestion du stress pour mieux réussir son régime. Bonjour docteur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de vous connaître? Écoutez, de formation, je suis médecin urgentiste, donc dès le départ, ce n'était pas vraiment le stress qui était mon souci premier, mais ma vie est faite de hasard et de rencontres, et je me suis intéressé très tôt à la réussite humaine, et très tôt à l'influence néfaste du stress sur la réussite humaine. Il fallait donc trouver des moyens pour diminuer les effets du stress, pour aller chercher plus de réussite. Alors je l'ai expérimenté auprès de jeunes en situation d'échec à l'école, de sportifs de haut niveau, et puis par la suite, comme on commençait à parler de ces soucis dans l'entreprise, je me suis intéressé effectivement à la gestion du stress dans l'entreprise. D'accord. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de stress, c'est un mot qui est communément répandu comme utilisateur et à travers. Quelle est la bonne définition du stress? Alors il y en a plusieurs. Il y en a une qui date de 1936, qui est la définition de Hans Selye, l'homme qui le premier a décrit la réaction de stress chez l'être vivant. Hans Selye disait: le stress est la réponse non spécifique que donne le corps face à toute demande qui lui est faite. Quelle que soit la source de stress, quelle que soit la demande, l'organisme, puisque c'est non spécifique, va toujours libérer les mêmes hormones. Une définition beaucoup plus récente, qui est un petit peu plus orientée vers le travail, qui est celle de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, qui dit qu'un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre les perceptions qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc une différence de perception. J'ai une petite tendance à préférer la première, qui englobe toutes les sources de stress, y compris des sources physiques ou parfois pas très conscientes. D'accord. Et est-ce qu'il y a des cas, parce que quand on parle de stress, c'est toujours associé à une connotation négative. Est-ce qu'il y a des cas où ce stress peut être bénéfique pour nous? Oui, dans les situations d'urgence. On est sur l'autoroute, il y a un obstacle, on va avoir un accident. Sous l'influence des hormones du stress, on va contracter nos muscles, et là, ce sera beaucoup plus efficace. Nos muscles vont être contractés, on va protéger le rachis, la colonne vertébrale, grâce à la contraction des muscles paravertébraux, qui sont extrêmement puissants, et on va contracter également les muscles au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. De ce fait, un organe aura moins tendance à se désinsérer au cas de choc violent que si on n'était pas du tout stressé. Dans ce cas-là, il peut nous aider. C'est aussi le cas du stress lorsqu'il va être très court, de très courte durée, par exemple le trac. Donc, avant de prendre la parole, on a le trac, et bien là, ça va nous aider à nous concentrer. Toujours tendance à dire qu'il faut avoir le trac, une phrase qui parfois est attribuée à Guitry, parfois à d'autres est évocatrice. Un de ses élèves lui disait: maître, c'est formidable, je n'ai pas le trac, et Guitry lui répond: c'est normal, en général ça vient avec le talent. Donc il faut avoir un peu de trac, et le trac, un stress aigu, effectivement, va nous aider sans pour autant avoir de conséquences néfastes. D'accord. Et au cours de votre carrière, au cours de vos nombreuses rencontres, avez-vous rencontré des gens qui sont en stress chronique, mais qui l'ignorent, qui sont en somme en déni de stress? Oui, on voit des personnes qui sont en déni de stress, en déni de souffrance morale, qui considèrent que ça ne peut pas les atteindre eux, et que ce ne sont que les autres, que c'est une fragilité qui ne peut toucher que les autres. Eh bien, ce n'est pas une fragilité, c'est une caractéristique de l'espèce humaine, le stress. C'est une réaction physiologique de notre organisme qui peut toucher tout un chacun. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement un signe d'humanité. Et quels sont les symptômes? Imaginons que je suis une de ces personnes en stress chronique et que je l'ignore. Quels symptômes pourraient me permettre d'identifier qu'il y a ce déséquilibre-là entre peut-être mes différentes perceptions Vous auriez parfois des maux de tête un petit peu atypiques, parfois survenant le week-end, plus que les autres jours de la semaine. Vous seriez un petit peu plus agressif, c'est exactement l'antithèse de ce que vous êtes. Vous auriez parfois des douleurs vertébrales. Quand on va contracter les muscles paravertébraux, on rapproche les vertèbres les unes des autres, donc on en a plus facilement plein le dos. Vous pourriez avoir de l'eczéma un petit peu plus facilement. Il y a tout un tas de petits signes. La qualité de votre travail serait moins sympathique, moins efficace, moins importante. Vous auriez plus tendance à faire de fautes de frappe sur un clavier d'ordinateur que si vous n'êtes pas stressé. Il y a une fatigue qui est plus importante, on va rendre un travail un petit peu moins bonne qualité, et surtout notre comportement va changer. On sera un peu plus agressif. C'est la personne qui vous rendait toujours quelque chose d'excellent, qui là va dire: oh, j'en ai marre, c'est toujours à moi qu'on demande des choses compliquées, alors qu'avant, elle prenait plaisir à le faire. Maintenant, cela devient une charge. D'accord.
Et si on se refocalise sur le but premier du blog Maigrir sans stress, dans le cadre d'un régime amincissant, est-ce que la gestion du stress est importante? Est-ce que ça peut être un des facteurs clés de réussite? Ça peut être un des facteurs de réussite parce que le stress favorise la libération d'hormones. On l'a vu au tout début, le stress c'est une libération d'hormones. On libère de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol, de l'aldostérone notamment, un petit peu d'endorphine, un petit peu d'ocytocine. Eh bien, quand on va avoir une réaction de stress, on va libérer donc du cortisol qui retient de l'eau et du sel dans notre organisme. On libère de l'aldostérone qui retient de l'eau et du sel. Eh bien, au total, on aura plus tendance à retenir de l'eau et du sel dans notre organisme. On va libérer du cortisol et de l'adrénaline qui, elles, vont augmenter le taux de sucre. Donc il n'y a pas de tout pour que ça se passe bien, car non seulement ces hormones vont augmenter le taux de sodium, le taux de sel et le taux de sucre, mais en plus elles augmentent l'envie de produits sucrés et de produits salés. Double effet qui se coule. Exactement. D'accord. Et dans ce cas-là, comment gérer ce stress? Il y a plusieurs moyens. Il faut gérer son stress, je serais tenté de dire, quand ce n'est pas un événement majeur, un traumatisme majeur, où là on peut avoir recours à la chimie. Autrement, il faut, je pense, essayer de ne pas trop recourir à la chimie. Plusieurs petits moyens. Avoir une activité physique régulière et modérée. Si on marche 30 minutes par jour, que l'on monte une vingtaine de marches, déjà, on va améliorer la situation. On va être un petit peu mieux moralement. Notre niveau de stress sera plus bas. C'est adapter son alimentation. C'est éventuellement consommer un petit peu plus d'antioxydants. On sait que le stress va oxyder nos molécules. Et bien, si on consomme des antioxydants naturels, de la tomate par exemple, de la betterave rouge, du melon, tous les fruits rouges sont antioxydants. L'un des plus antioxydants, c'est la myrtille. Et beaucoup de fruits sont antioxydants. L'un des plus antioxydants, c'est la papaye. Et bien, si on consomme ces aliments, déjà, on va diminuer l'oxydation de notre organisme et ce sera un petit peu mieux. On peut apporter également des probiotiques. Le stress va altérer notre flore intestinale. Pendant longtemps, on a cru que quand on altérait la flore intestinale, on perturbait notre digestion. Et bien, on s'est rendu compte que ce n'est pas simplement cela. On va aussi générer de l'angoisse par un mécanisme nerveux réflexe et donc créer un cercle vicieux. L'angoisse donnera du stress qui altérera notre flore, etc. Et bien, si on prend des probiotiques, on va casser ce cercle vicieux. Les probiotiques, on en trouve dans les yaourts, par exemple. Énormément d'aliments qui en contiennent et ça vaut le coup d'enrichir un petit peu son alimentation probiotique. Outre les yaourts, parce que si on ne consomme pas du lait de vache pour différentes raisons, quels sont les autres aliments qu'on pourrait consommer pour nous apporter des probiotiques? On trouve des probiotiques dans le commerce sous forme de petites gélules. Donc on peut en prendre. Ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs années, on a vu des études réalisées dans le monde entier sur l'influence des probiotiques sur le stress et toutes vont dans la même direction. C'est une grande efficacité. Au point où au Canada, on ne parle plus de probiotiques, mais de psychobiotiques. D'accord, ok, très intéressant. Et vice-versa, est-ce que notre alimentation quotidienne peut être une source d'accélérateur de ce stress ou de générateur même de stress? L'alimentation ne va pas forcément générer du stress, mais elle va pouvoir en accentuer les troubles. Comme on l'a vu tout à l'heure, le stress augmente notre taux de sucre dans l'organisme, mais comme le cortisol, les hormones du stress, va passer dans la salive, lorsque le cortisol vient en contact de nos papilles gustatives, il va nous donner envie de consommer des produits sucrés. Donc on a un tout petit peu trop de sucre dans l'organisme, mais on va avoir envie d'en consommer davantage. On a tous vu dans certains services des boîtes de bonbons, ces grosses boîtes rondes. Des boîtes de bonbons Haribo. Qui sont consommées en grande quantité parce qu'on a envie de produits sucrés. On a plus envie également de produits salés. Le soir, on prendra plus facilement des cacahuètes ou des choses comme cela, salées, que des produits sans sel. Et c'est là qu'il faudrait être sage. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger sans sucre et sans sel, heureusement, mais ne pas en ajouter trop. C'est-à-dire que dans ces moments-là, malgré cette envie accentuée de consommer ces aliments-là, il faudra se diriger vers d'autres aliments, concernant des antioxydants ou des probiotiques, comme vous l'avez expliqué. Si on mange des fruits, on apportera du sucre, mais en moins grande quantité que des bonbons. Donc, essayez de consommer plutôt des produits contenant un peu de sucre, si on veut consommer quelque chose entre les repas. L'idéal, c'est encore de ne pas rien consommer entre les repas. D'accord, très intéressant. Vous venez de publier votre nouveau livre, Le bonheur sans ordonnance. Pouvez-vous nous en parler? Le bonheur sans ordonnance, c'est un titre qui fait toujours un petit peu sourire. Ce que l'on a voulu montrer, c'est qu'en France, c'est un pays où on consomme énormément de psychotropes,
On est un des leaders dans ce domaine, et en même temps, leader dans le mauvais sens du terme, en termes de bonheur. On est dans les derniers sur les enquêtes Wim Gallup. Eh bien, ce que l'on veut montrer, c'est que le bonheur, on ira le chercher autrement qu'avec de la chimie. On s'est rendu compte que développer les liens sociaux, par exemple, être plus généreux vis-à-vis des autres, je cite ces deux leviers-là, il y en a bien d'autres dans le livre, eh bien, ce sont deux exemples qui permettent de rendre heureux, et ces deux leviers sont d'ailleurs reconnus par l'OCDE et par l'ONU comme levier du bonheur à l'échelle d'un pays. Eh bien, il faut qu'on développe des comportements qui vont nous permettre d'être heureux indépendamment de la consommation de médicaments. Les médicaments nous permettent de traverser des phases difficiles, mais ne nous aident pas, on ne peut pas les utiliser pour diminuer notre niveau de stress en permanence, sinon là ce serait dramatique, on aurait une consommation chronique qui deviendrait ennuyeuse. Définitivement, il y a beaucoup de choses contre-intuitives dans ce que vous expliquez, parce que, et je mentionnais à Sonia dans le trajet ce matin, que j'avais lu effectivement qu'une des manières d'être plus heureux, c'était d'essayer de rendre les gens autour de nous plus heureux. Et quand on n'est pas heureux, on a envie de se refermer sur soi, d'être désagréable, et se dire qu'il faut se forcer à rendre d'autres personnes heureuses, c'est... Enfin, pouvez-vous un peu élaborer sur ce mécanisme mental qui fait que ça nous rende, par transitivité ou objectivité, plus heureux? Le bonheur, c'est ce que l'on fait pour l'autre. Ce n'est pas ce que l'on fait pour soi. Hans Selye, l'homme qui a décrit le premier la réaction du stress en 1936, disait: le meilleur traitement du stress, c'est l'engagement dans une cause d'intérêt général. Ainsi s'opère une forme d'altruisme égoïste. Quand on fait quelque chose pour les autres, on vit mieux soi-même. Eh bien, je crois que c'est cela, être heureux, c'est faire pour les autres. J'ai eu l'occasion dans ma vie de faire de la médecine humanitaire, d'aider des personnes en grande difficulté dans des pays parfois en guerre. Eh bien, je crois que j'en garde des vrais souvenirs de bonheur. C'est quand on peut faire pour les autres, je ne me souviens pas de moments de grand bonheur où j'aurais fait quelque chose pour moi. Très bien. Merci docteur pour cet échange très instructif. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. N'hésitez pas à acheter le livre du docteur Audet, très instructif. Tout le monde a envie d'être heureux, je vous le recommande fortement. Et nous, on se revoit pour d'autres aventures bientôt. Merci.